Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, les jeunes et la solidarité. Les jeunes sont-ils encore solidaires? Donnent-ils facilement de leur temps aux autres? Et que recherchent-ils lorsqu'ils font du bénévolat? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Nous avons rencontré John et Paul. Ils se sont engagés dans des activités de volontariat via la plateforme pour le service citoyen. Ensuite, Saskia, une étudiante presque comme les autres. Avec son smartphone, Ravel a filmé ses journées avec Ada, une pensionnaire du Home où il s'est engagé comme bénévole. François Ronvaux, docteur Jean-Paul Matteau, Corinne Ohen, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. François Ronvaux, vous êtes le directeur de la plateforme pour le service citoyen. Docteur Jean-Paul Matteau, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Corinne, je ne vais plus vous présenter, on vous voit quand même assez souvent dans le cadre de ces émissions. Alors vous êtes venu avec quelques reportages justement pour étayer ce que nous allons découvrir tout au long de ce magazine. Eh bien oui, parce que grâce à l'équipe de Monsieur Ronvaux, nous avons rencontré plusieurs jeunes qui s'étaient engagés pour le service citoyen. Alors ils étaient bien entendu tous vraiment très contents de nous faire découvrir un petit peu leur engagement, mais nous en avons choisi deux qui avaient des profils tout à fait différents. D'abord John, qui avait arrêté l'école très jeune et qui, en s'engageant justement dans ces ASBL, avait retrouvé, m'a-t-il expliqué, un cadre de vie, un horaire où il est obligé de se lever le matin, etc. Et puis un second, Paul, qui a eu un accident assez grave, qui ne peut plus exercer son métier, et qui, un jour qu'il était dans le métro et qu'il était un petit peu mal, il se sentait un petit peu mal, il a vu une publicité pour la plateforme pour le service citoyen, il l'a prise et il les a contactés, et vous allez voir la suite de l'histoire. Ce sont les derniers préparatifs dans cette salle d'escalade de la SBL itinéraire avant l'arrivée d'une classe. Jonathan donne un coup de main. Le jeune homme a 18 ans et c'est une activité sportive qu'il pratique depuis longtemps. Une chance pour lui de travailler ici. Qui passe tout en haut jusqu'au relais et qui redescend jusqu'au grimpeur. Moi, je fais partie de ces jeunes qui ne correspondent pas au moule scolaire, donc qui ne rentrent pas dans le cadre, du moins qui ont beaucoup de difficultés scolaires. Pas que je sois plus stupide qu'un autre, mais c'est juste que l'école, ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, j'ai arrêté en 4e. Et donc, je me suis retrouvé pendant quelques mois à ne rien faire. Et je me suis dit que ce n'était pas forcément constructif. Et que dans une société où on est plutôt sur la compétitivité plutôt que la solidarité, je trouvais ça pas mal finalement d'arriver dans un truc où on est bénévole et on aide un peu partout, quoi. C'est dans ces bureaux de la plateforme pour le service citoyen qu'arrivent chaque mois des demandes de plus en plus nombreuses de jeunes prêts à s'engager dans des projets utiles à la collectivité. Leurs motivations sont très variées, qu'ils soient en rupture scolaire, en recherche d'emploi ou pour bien d'autres raisons encore, comme Paul par exemple. Donc j'ai eu un accident il y a quelques temps et malheureusement je ne sais plus exercer mon métier. Et donc plutôt que de choisir de rester chez moi, me tourner les pouces, j'ai décidé d'aider un petit peu la société et de la manière dont je pouvais le faire. Donc j'ai décidé ici de me lancer au Potelier de Pilif, qui est un centre pour handicapés de jour. Et voilà, j'aide un petit peu à l'assistance, j'aide comme je peux avec les compétences que j'ai. Et voilà, je passe un très bon moment, je pense que j'aide un petit peu les gens qui sont autour de moi. Et voilà, je pense que tout le monde est content. Ici, là. Est-ce que les handicapés mentaux, c'était un milieu que vous connaissiez bien? Alors non, pas du tout. C'était même un milieu que j'avais tendance un petit peu à repousser, à éloigner. Je n'osais pas trop m'approcher. Et puis bon, je suis venu voir ici et en 2-3 jours, mon opinion sur les personnes handicapées a totalement changé. Et voilà, donc ici je me lance pour 6 mois avec eux. Et c'est déjà une très bonne expérience, je trouve ça très valorisant pour le peu de temps que j'ai déjà fait ici. Qu'est-ce qui vous apporte en fait
Ici, bon, c'est beaucoup de valorisation par le travail, c'est beaucoup d'aide, c'est beaucoup de joie, de rire. C'est quelque chose de très simple, ce sont des émotions qui sont naturelles. Et je pense, j'ai toujours le sourire en rentrant chez moi tous les soirs. Et je pense que tout le monde aussi, et ça c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. François Ronvaux, qu'est-ce que c'est exactement cette plateforme pour le service citoyen? De manière un peu plus précise, on l'a entendu dans le reportage. Mais donc la plateforme pour le service citoyen, c'est on va dire une fédération d'associations qui veulent, pas uniquement d'associations, d'organisations. Nous avons des services publics comme des CPS, des associations, des fédérations, qui veulent tous qu'un jour en Belgique existe un service citoyen. Et donc à travers une loi fédérale qui va cadrer la possibilité pour un jeune de s'engager au service de la collectivité pendant un temps long et à temps plein, avec une indemnité, une reconnaissance et une assurance. Ça existe en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg. Ça draine dans ces pays-là des dizaines de milliers de jeunes chaque année. En Belgique, ce statut n'existe pas et donc il n'y a pas la possibilité, ou pour une très petite quantité de jeunes, de réaliser ce type de service citoyen. C'est quelque part un peu le remplacement du service militaire en service civil. C'est un peu cette idée-là qui est derrière. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas raccrocher ça. C'est vraiment une version tout à fait moderne et revisitée du service civil. À savoir que c'est sur base volontaire, le jeune choisit sa mission, dans cette idée vraiment de modernité où le choix du sujet, c'est le jeune qui va choisir le lieu où il va exercer sa mission. Il y a un processus de formation qui accompagne le jeune, en tout cas dans le programme qu'on propose, c'est 20% du temps, donc un jour par semaine, le jeune va être en formation avec d'autres jeunes. La seule chose peut-être intéressante que ça reprend du service militaire, là je m'engage un petit peu, c'est la diversité, la mixité sociale. Donc il y a des jeunes de tout horizon, des jeunes qui n'ont aucun diplôme, des jeunes qui ont des diplômes, des jeunes de tous les horizons sociaux et culturels, par promotion de 20. Et l'objectif, c'est d'arriver à un moment donné à ce que tout citoyen, jeune citoyen, fasse ce service, ou bien ça restera quelque chose de volontaire? L'idée, c'est que tout citoyen ait la possibilité de faire ce service. Donc ça, c'est vraiment important. Une loi, c'est accessible à tous, et donc tout jeune qui veut réaliser un service citoyen doit pouvoir le faire. Je prends l'exemple de la France. En 2014, ils étaient 35 000 jeunes à faire un service civique, avec 125 000 demandes de jeunes qui voulaient en faire, avec 35 000 places. Et le président Hollande, suite aux événements de janvier et à la question du vivre ensemble, a décidé d'octroyer la possibilité à tous ceux qui veulent le faire de le faire. Donc ils vont monter à 170 000 jeunes par an, donc 25% de la classe d'âge, la possibilité de réaliser un service citoyen. On voit que c'est un projet de société, c'est un projet de mobilisation de la jeunesse au niveau d'un État. Bénévolat, volontariat, solidarité, pour vous, ce sont des termes synonymiques ou bien ils représentent des réalités différentes? Non, ce sont des réalités... c'est des cousins, c'est des réalités différentes. Nous, on insiste, je pense, pour dire... donc, en Belgique, il faut savoir qu'il y a une loi en 2005 qui a cadré le volontariat. Mais le volontariat a certaines caractéristiques. Le service citoyen en a d'autres. Les grosses différences, c'est que le service citoyen est une forme de volontariat, on va dire, qui s'inscrit pendant un temps plein, pendant un temps long. Donc c'est une tranche de vie, c'est expérientiel. Pendant la jeunesse, entre 18 et 25 ans, pendant 6 mois, à temps plein, être engagé au service de la collectivité. Là où le volontariat, c'est plus quelques heures qu'on va faire le mercredi après-midi dans un home pour personnes âgées, comme le reportage qu'on va voir, voilà, il y a différentes formes de volontariat, mais ce n'est pas une tranche de vie expérientielle en totalité, on va dire. Est-ce qu'il y a un profil du jeune qui a envie de s'engager dans le volontariat, docteur Matteau? Je ne pourrais pas le dire, je ne crois pas beaucoup au profil, donc a priori ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a une grande diversité de jeunes qui peuvent être, pour des raisons extrêmement diverses, mobilisés par cette idée-là. Donc moi, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de profil. Dans votre métier, justement, est-ce qu'il vous arrive parfois de proposer à des patients de prendre du temps pour les autres? Ce début d'émission me fait penser que vraiment il y a des lacunes énormes en termes de formation des psychologues et des psychiatres qui sont vraiment formés à travailler avec des individus, éventuellement dans le domaine de l'enfant et de l'adolescent avec les familles, mais qui ne pensent pas le social. Il n'y a pas une
une pratique et une théorie de la place de l'aide psychologique et de l'aide psychiatrique dans le domaine de la communauté. Je pense que c'est une lacune énorme. Moi, je pense que je ne connaissais pas votre plateforme. La faire connaître comme un dispositif possible pour des jeunes en difficulté, je pense que ce serait quelque chose à intégrer dans la formation des professionnels du soin psychique. Je pense que ce serait très intéressant. Vous, François, vous avez le sentiment qu'il y a des profils de jeunes qui viennent plus que d'autres, ou vous rejoignez la position du docteur? Je rejoins tout à fait. En tout cas, le fait finalement auquel nous on assiste, que nous avons des jeunes qui viennent vraiment de tout horizon. Ce qu'une sociologue française en tout cas a identifié, puisque là ils ont plus de recul et plus de quantité sur lequel ils ont pu faire des enquêtes, c'est qu'il y a différentes logiques de parcours, on va dire, de jeunes. Hein. Distinguons, elle distinguait trois grandes logiques, mais après ça, il y en a encore toute une série de cas différents. Mais il y a des logiques de jeunes qui viennent vraiment pour des raisons altruistes, de se rendre utile à la collectivité. En général, ce sont des jeunes qui ont déjà une forme qui sont déjà assez émancipés, voilà, ils veulent se rendre utile à la collectivité. Il y a un certain nombre de jeunes qui viennent plus dans une logique, on va dire, de première expérience professionnelle. Ils veulent se confronter au milieu. Ils ne vont pas vivre une expérience professionnelle. Ce n'est pas un énième dispositif d'insertion professionnelle, mais ils sont immergés dans des équipes. Et donc, ils vont pouvoir démystifier le milieu professionnel. Donc ça, c'est important. Et la troisième logique, ce sont des logiques de jeunes qui veulent qui sont dans des logiques d'acquisition plutôt des logiques de formation. Acquisition de compétences, ils sentent qu'ils vont pouvoir peut-être prendre confiance en eux, acquérir des gestes ou des attitudes, reprendre un rythme. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Voilà, ça c'est trois logiques: professionnelles, formatives, altruistes. Après ça, je vous dis, il y a des jeunes, on a beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou des primo-arrivants, pour qui c'est évidemment un magnifique parcours d'intégration. Ils sont avec d'autres jeunes, ils parlent la langue de la communauté, ils vont être immergés dans des structures, dans des équipes, ils ont des formations à la citoyenneté, au vivre ensemble, aux institutions. Donc moi je dis toujours, je pense que pour les jeunes de 18 à 25 ans, le service citoyen est pratiquement le parcours d'intégration rêvé. Eh bien, on va peut-être passer, puisque vous l'avez introduite juste tout à l'heure, vers une autre séquence, Corinne. Oui, avec un second reportage avec Saskia. C'est une jeune Suissesse qui est venue à Bruxelles étudier et faire la fête, nous dit-elle. Donc, elle avait une bonne humeur communicative, et cette bonne humeur, elle a voulu la mettre aussi au service de ceux peut-être qui en avaient plus besoin. Et donc, elle s'est engagée, elle, chez Volontaire avec un R majuscule, qui propose du volontariat dans des institutions à raison de 12 demi-journées au minimum. Donc, on peut s'engager soit pour une semaine complète toute la journée, ou pour 15 jours en demi-journée, ou alors, comme vous le disiez, une demi-journée chaque semaine, par exemple. Je vous propose de voir le reportage tout de suite. Arrivée de Genève il y a quelques mois pour des études en communication, Saskia n'a pas cours aujourd'hui. Pourtant, elle s'est levée de bonne heure car elle a un rendez-vous un peu particulier avec Éléonore. Bonjour, comment tu vas? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors, tu es prête pour aujourd'hui? Oui, un premier jour? Oui. Un peu stressée? Ouais, quand même un peu, oui. Sans tarder, Saskia découvre les locaux de cette résidence et maison de soins pour seniors où elle a choisi d'investir son temps libre via Volontaire, une association qui propose des rencontres entre des institutions et des jeunes ou moins jeunes, prêts à donner quelques heures de leur temps. Après quelques conseils pratiques, il est temps déjà que Saskia se lance dans l'aventure, même s'il est encore un peu intimidé. C'est la star. Mais je vais venir normalement tous les mercredis, donc voilà. J'avais besoin de me rendre utile et puis pas forcément gagner de l'argent pour ça. Ouais, je me suis dit pourquoi pas profiter de ce temps libre pour aider quelqu'un. Alors Éléonore, le Home Malibran accueille des volontaires. Qu'est-ce qu'ils apportent en fait dans cette maison ? Mais ils apportent énormément. Ils apportent tout d'abord un sourire. Et c'est vrai que ça, c'est la réelle valeur ajoutée dans une maison de repos en tout cas. Parce que les résidents, c'est vraiment ce qu'ils attendent de tout le monde ici. Et c'est ce qui va vraiment aussi leur permettre d'oublier peut-être leurs problèmes au quotidien. Et ce parfois non-choix aussi d'être ici et pas chez eux.
Allez, hop. Puisqu'on doit manger en chambre, ce sera dans la sienne. Ah bah oui. Ce sera pas dans... Maintenant, le bénévole, il permet aussi ce petit plus au quotidien. Je pense au bénévole qui va pouvoir aller dans la chambre du résident qui ne souhaite pas participer aux activités, qui va être plus isolé ou plutôt solitaire de nature et qui va vraiment alors être ce petit contact avec l'extérieur, ce petit lien. Voilà, c'est vraiment un moment privilégié qu'on ne pourrait pas se permettre s'il n'était pas là. Alors, parmi ces jeunes volontaires, est-ce qu'il y a des profils types? Il y a des profils types, oui et non, c'est difficile à dire. En tout cas, on va retrouver des personnes qui veulent donner de leur temps, donner de leur cœur et essayer de s'épanouir au sein de cette infrastructure, de se découvrir eux-mêmes peut-être. À la fin de la journée, tout naturellement, Saskia trouve sa place. Il faut dire que les pensionnaires sont ravis de cette bouffée d'air frais qui leur vient de l'extérieur. Docteur Matteau, quand vous voyez ce genre de reportage, comment est-ce que ces volontariats participent à la construction justement psychique des jeunes? J'étais très frappé par dans le reportage précédent sur ce jeune qui dit « l'école, ça ne m'a jamais vraiment intéressé et en quatrième, j'ai décidé d'arrêter ». Alors, cette quatrième, c'est quand même un moment charnière dans l'expérience que j'ai de beaucoup de jeunes qui décrochent. Ça s'amorce en troisième secondaire et en quatrième, ça se confirme et c'est vraiment un moment un peu charnière qui est vu évidemment par les parents, et c'est logique, et par les enseignants comme quelque chose de très négatif, mais qui peut être un moment aussi où un jeune prend conscience qu'il y a quelque chose qui manque dans son itinéraire et qui va chercher un sens, une nouvelle direction, un projet. Et je pense que des expériences comme celle-là, alors évidemment, ce n'est pas pour des jeunes de cet âge-là que vous proposez ça. Pour cet âge-là, il y a d'autres modalités qui sont à penser, mais néanmoins, il y a un certain nombre qui persistent, on pourrait dire, et qui errent à gauche, à droite, et qu'on retrouve vers 18-19 ans, en grande difficulté par rapport à une perspective de vie. Et que pour des jeunes comme ça, la question de redonner un sens à travers quelque chose de solidaire, mais alors, ce que je trouve important de dire, c'est pas quelque chose de solidaire, voilà, qui va simplement aller faire un stage dans une association qui a besoin de bénévoles, mais vraiment quelque chose de l'ordre d'un échange, où eux donnent quelque chose, mais reçoivent en échange, et dans quelque chose qui est groupal. Je pense que la notion à la fois d'insertion dans un groupe et aussi dans un projet qui dessine un monde est quelque chose de vraiment très très important. Et par rapport au deuxième jeune qui avait été interviewé, quand il va vers ces handicapés, il dit « je découvre un monde ». Et c'est vraiment ça la question, c'est sortir du monde de l'enfance avec tout ce qu'il peut avoir à la fois de nourrissant et de structurant, mais aussi de limitant, pour découvrir un monde. Et que là, la question de la transition est sans doute un moment très important, et que la solidarité, là, offre un mode de transition qui ouvre des mondes nouveaux. Ce qui est justement intéressant, peut-être, c'est que le bénévolat, on pourrait avoir le sentiment que c'est quelque chose qu'on l'on donne, alors qu'en fait, la solidarité, c'est qu'il y a un véritable échange, que l'on retrouve aussi dans le deuxième reportage. Justement, cet échange, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour un être humain dans le cadre de sa quête de sens? Je pense que c'est essentiel. Simplement, une des grandes difficultés à l'adolescence chez les jeunes, et en particulier chez des jeunes qui sont un peu en recherche d'un projet, c'est le sentiment de non-valeur. Et la non-valeur, c'est à la fois, bien sûr, de soi par rapport à soi, mais aussi la reconnaissance par rapport aux autres. La question de la reconnaissance d'une valeur à travers le regard des autres est évidemment essentielle. Et on voit bien que tous ces jeunes, pour eux, c'est une dimension qui est vraiment très importante. Et c'est pourquoi je pense que le terme de bénévole n'est pas tout à fait juste, parce que ça ne met pas assez en valeur cette question qu'on ne va pas simplement donner de soi, on reçoit aussi à travers l'inscription et la valeur qu'on a dans le regard des autres. François, de votre expérience, cette solidarité justement à la plateforme que vous animez, dont vous êtes directeur, avez-vous le sentiment que les jeunes qui passent chez vous deviennent plus humains? Oui, je pense. Je pense que 6 mois dans sa vie centré et engagé dans ce type d'expérience avec d'autres, et on va dire par une structure bienveillante, hein, le cadre du service citoyen porte et emporte les jeunes dans ces expériences de solidarité, sont fondamentalement structurantes pour le jeune.
Rappelez-moi votre question. Non, mais ce que je vous proposais peut-être, c'est de passer au troisième reportage, parce que je pense qu'il va dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Oui, donc c'est le témoignage très sympathique de Ravel, qui a aussi effectué son service citoyen, lui, dans la SBL Entrage. Et alors, il s'est filmé avec son téléphone portable. Il a filmé les liens qu'il avait tissés, par exemple, avec Ada, une des pensionnaires de la résidence où il travaille. Alors, on ne va pas vous présenter le film dans sa totalité. On a juste repris quelques petits extraits. Je vous propose de le voir tout de suite. Allez, maman, qui c'est à côté de toi? Là, c'est Ada. Là, moi, je vous filme, là. C'est vous-même qui parlez. Oui, oui. Là, elle ne va pas répondre. Non. Non, parce que c'est vous-même, toujours, là. Je vous filme, en fait. Oui. C'est en direct, Ada. Ada a 88 ans. Elle est Alzheimer. Elle a travaillé comme tailleuse en Allemagne, métier qu'elle a appris à l'école des arts et métiers. Elle est originaire d'un petit village près de Brême. Elle aime bien qu'on lui parle en allemand, mais les Français ne la dérangent pas. Mais il faut surtout dire que quand elle n'est pas bien, qu'elle a ses angoisses, c'est plus sa langue maternelle qui lui revient. Apparemment, c'est souvent le cas chez les personnes âgées. Peut-être que ça sera le mien quand je serai vieux. Je parlerai donc couramment au lingala, ça sera marrant, tiens. Elle aime bien être ici, chose qu'elle m'a dite. Moi aussi, j'aime bien venir ici. Je m'appelle Ravel, j'ai presque 22 ans. J'adore faire des rencontres, des découvertes, rire, beaucoup de choses sauf pleurer. Et quand une personne pleure, je fais tout pour la rendre souriante. La maison de repos fait partie des endroits dans ma vie où je mets mes pieds pour la première fois. Non pas parce que je n'aime pas, mais parce que je n'en avais jamais eu l'occasion. Après mes études secondaires comme éducateur, je ne voulais pas tout de suite faire une formation ou des études supérieures. Je voulais travailler, gagner un peu d'argent, car j'avais perdu toute motivation pour l'école. Mais seulement trouver du travail n'est pas aussi facile que je le pensais, surtout quand on n'est pas assez qualifié. Ada et moi avons beaucoup de points communs. Elle adore rire et discuter. Peut-être que c'est le pilier de notre relation. Vous avez été de très bonne humeur aujourd'hui. Vous avez vos dents. Tu sais faire ça? Même les bébés savent faire ça. Maintenant que mon volontariat est fini, j'ai pris la décision de retourner à l'école pour faire des études d'infirmier. Quant à Ada, sa maladie évolue progressivement, mais elle reste toujours Ada, une femme attachante et toujours souriante. Et toi aussi? Oui. Tu le vois sourire, hein? Tu as souri aussi. Oui, je souris. Oui. C'est bien, les deux. François Renvaux, je reviens avec ma question, juste après ce reportage. Finalement, est-ce que ce service citoyen ne rend pas l'humain plus humain? Oui, je pense qu'on ne sort pas indemne, on va dire, d'une expérience de 6 mois au service des autres, avec d'autres. Et il y a des chiffres en France où ils ont plus de recul avec le service civique, puisque ça existe depuis plus longtemps et sur des quantités beaucoup plus grandes. Ils ont montré que réaliser un service civique doublait le taux d'engagement des jeunes dans des associations ou dans des projets utiles à la collectivité. Donc 2 ans après, je me souviens, c'est 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, après un service civique, ils sont questionnés ceux qui avaient fait un service civique, et bien on a 2 fois plus de jeunes engagés dans des projets. Donc voilà, la question de l'humanité est là, la question des besoins sociaux, de la reliance entre les différents groupes humains, elle se trouve là. Et ici, dans le témoignage de Ravel, la rencontre de Ravel et de Ada, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, où je pense qui est plein d'humanité. Pour vous dire un petit scoop, quand ce film qui a gagné, entre parenthèses, un prix, le prix au Festival Filmé à tout prix, il a reçu le prix du public, mais quand on l'a présenté pour la première fois à la cérémonie de clôture du service citoyen au Parlement fédéral, eh bien, il y a une sénatrice qui a pleuré, quoi, en voyant le film, parce que je pense que le film témoigne vraiment de cette humanité, quoi. Et on peut voir la totalité du film, l'entièreté du film, sur votre site oui, tout à fait. De la plateforme. Le film est visionnable. Oui. En tout cas, on peut visionner le film sur la page d'accueil de notre site. Docteur Matteau, quand vous voyez justement ce témoignage-là, que ressentez-vous, vous, comme psychiatre, de voir ce jeune qui n'avait pas envie de travailler, de
de poursuivre sa formation, et puis là, tout d'un coup, là, il reprend des études d'infirmier, etc. Comment est-ce que le psychiatre, le psychanalyste réagit à ce genre de témoignage? Moi, ce qui me frappe dans cette séquence-là, c'est la place du jeu. C'est-à-dire qu'on voit que ce jeune, avec cette femme atteinte d'Alzheimer, arrive à installer du jeu, un jeu avec elle, et un échange à travers un jeu. Or, le jeu, c'est ce qui, depuis notre petite enfance, nous permet de symboliser notre expérience. Donc, il arrive avec elle, et elle avec lui, parce que je crois que c'est dans les deux sens, dans leur échange, précisément, de remettre en route quelque chose qui leur permet de penser autrement leur expérience. Et ça, je pense que c'est une des dimensions qui rejoint probablement la pratique qu'on a. Et je dirais que cette question de la place du jeu dans la symbolisation, qui, à mon avis, caractérise l'humain, elle est à mettre en lien avec la force du groupe et le potentiel du groupe. Et je voudrais dire quand même qu'un des modes de travail les plus intéressants, je pense, pour toute une série de jeunes, à côté de toutes les pratiques thérapeutiques classiques, c'est le groupe. Que le groupe et le jeu en groupe est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui probablement fait pont entre les pratiques alors plus cliniques qui sont les miennes et ce qui peut se mettre en place dans les dispositifs de type sociaux, on pourrait dire, de manière très, très générique, comme ceux que vous développez. Quand on voit justement ces trois reportages, est-ce qu'il n'y a pas non plus le sentiment qu'il y a une recherche, une quête de relations humaines gratuites et gratifiantes, docteur? Alors, gratuite au sens non marchand, certainement. En termes de bénéfices au niveau de la valorisation personnelle, je pense que ça n'est pas du tout gratuit et qu'au contraire, c'est restaurer là quelque chose du don et du contre-don dans une modalité qui est justement dégagée de cette norme quand même financière et de production et de profit qui écrase quand même énormément l'adolescence et la jeunesse actuelle. Et je pense qu'en ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Dans votre expérience, vous, à la plateforme pour le service citoyen, vous avez aussi le sentiment que les gens vivent des relations très gratifiantes dans ce contact, comme on l'a vu dans les différents reportages? Voilà, gratifiante, ça me paraît vraiment le bon mot. Parce qu'il inclut, je pense, la dimension de reconnaissance mutuelle. Et ça, c'est vraiment ce qui lie, ce qui noue, j'ai envie de dire, l'ensemble du programme. C'est vraiment... les jeunes s'engagent, s'investissent, ont des responsabilités, ça leur coûte aussi, hein, ils n'y arrivent pas tout de suite, toujours, il y a beaucoup d'accommodements, d'accommodation et autres, mais in fine, il y a une relation qui s'est créée et qui reconnaît à la fois le bénéficiaire et le jeune, et nous, en tout cas au service citoyen, on s'arrange toujours pour terminer un service citoyen par une vraie cérémonie de reconnaissance symboliquement forte, puisqu'elle se déroule au Parlement fédéral, où quelque part la société reconnaît l'engagement du jeune. Et ça, c'est très gratifiant, parce que l'image de la jeunesse n'est pas toujours très positive, et on pense, mais les jeunes en fait ont fondamentalement envie d'être utiles et de trouver leur place dans la société. Et quand on la reconnaît, et qu'en plus que c'est l'État qui la reconnaît, ou en tout cas le monde politique, l'impact est visible non seulement sur les jeunes dans leur discours, mais moi je dis aussi sur les corps, quoi. Entre un jeune qui arrive au service citoyen et qui en sort, on voit qu'il y a eu une espèce de plus grande prise en charge de lui-même, une plus grande estime de lui-même, à travers même la manière dont il se présente. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir montré à quel point la solidarité est encore bien présente dans les mondes des jeunes. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.